c'est exact que le secteur immobilier connaît une stagnation. Il a connu des jours magnifiques durant les 10 dernières années. On assiste depuis à peu près, je vais dire, 2 ans, à un tassement du marché. Alors, vous pouvez le voir de 2 manières. Vous le voyez sous la lorgnette du promoteur et sous la lorgnette de l'acquéreur. Sous la lorgnette du promoteur, effectivement, la volonté est là, les possibilités sont là. On a vu toutes les success stories qu'on a connues dans le domaine de l'immobilier et beaucoup de nos membres ont passé de belles années dans l'immobilier tel qu'ils le disent aujourd'hui. Alors, le tassement du marché, il n'est pas dû à une incapacité de la profession de produire. Elle est capable de produire, on est passé de 5 000 à 10 000, à 20 000, à 30 000, on est aujourd'hui quasiment à 200 000 logements par an. Donc on est capable de produire ce dont le marché a besoin. Par contre, effectivement, on a connu depuis à peu près 2 ans une demande qui s'est affaissée. Pour quelle raison? Alors d'abord, il y a le pouvoir d'achat, qui est la première raison. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le coefficient d'endettement des ménages avait atteint sa limite, que le système bancaire était un système qui devait adopter des mesures de prudence et que donc forcément le marché le marché de la demande a commencé petit à petit à se raréfier. Chaque fois qu'un client vient sur un projet immobilier, il a plus de mal à pouvoir accéder au logement. Et c'est là que véritablement le bas a blessé. Alors, en dehors de ça, effectivement, les règles d'urbanisme se sont améliorées, mais elles ne sont pas encore parfaites. Donc on doit pouvoir proposer des choses qui sont peut-être mieux adaptées au marché pour que le marché puisse suivre. Mais c'est essentiellement au niveau de la demande que le bas blesse. Alors, effectivement, si on regarde d'un point de vue global, l'économie marocaine est une économie, à l'image des économies mondiales, en ralentissement. On ne va pas se voiler la face. Elle est en ralentissement, malgré les efforts qui sont faits par les institutions bancaires, malgré les efforts qui sont faits par les orientations de la politique publique. C'est un problème global. Donc le Maroc le vit, son système de production industrielle également est en baisse, mais ça n'est pas une fatalité. Les outils de relance sont en train d'être proposés, la FNPI y contribue fortement en tant que telle, en tant qu'entité et à travers la CGEM pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une politique de relance. Et en cela, évidemment, le nouveau modèle économique proposé par Sa Majesté va jouer un rôle fondamental et la FNPI s'aligne derrière les autres opérateurs, en tout cas en ce qui concerne son secteur, qui représente quand même 6,2% à 6,3% du PIB global du Maroc, ce qui est en soi, juste sur l'immobilier, important. En ce qui concerne la classe moyenne, c'est là que le bas blesse. Comme vous le savez, la classe moyenne, c'est ce qui entraîne véritablement, c'est la locomotive d'un pays. Un pays se développe à travers sa classe moyenne. Et c'est vrai que la politique de l'habitat concernant la classe moyenne au Maroc a été un échec. Et ça a été un échec parce qu'on le voit. Quand vous calculez les statistiques de ce qui est produit en classe moyenne, on est dans des asymptotes proches de zéro. On n'est pas dans de la production de logements de masse en classe moyenne pour cette population qui a besoin d'être tirée vers le haut. Ce qui fait que souvent, cette population ces clients viennent souvent s'arrimer au logement social parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, la classe moyenne a été un petit peu, malheureusement, délaissée pour des raisons structurelles qu'on pourrait évoquer tout à l'heure. Par contre, le haut de gamme continue à avoir de l'appétit pour les clients, mais ça reste le haut de gamme, c'est-à-dire une gamme de population très restrictive qu'il faut adresser, mais qui reste quand même très limitée. Là, dans notre pays, nous continuons à construire dans des normes de R+4. R+4, imaginez-vous, vous consommez de l'espace urbain que le Maroc n'a pas. Vous consommez de l'espace. Donc, cette consommation d'espace se traduit par une consommation également d'infrastructures, puisque quand vous avez un immeuble R+4,
je vous dis pas qu'il faille construire des tours de 50 étages, mais quand vous passez un R+4 à un R+8, ben imaginez que vous consommez 2 fois moins d'espace, que vous avez 2 fois moins d'infrastructures, parce que ce qui ne se voit pas est encore plus important que ce qui se voit. Les routes, les canalisations, l'adduction d'eau, l'électricité, tout ça consomme de l'argent, mais qui paye in fine? C'est le citoyen. Et donc, si nous voulons avoir une ergonomie d'approche de l'immobilier, il faut que d'abord l'espace urbain soit repensé, il faut que les normes d'urbanisme soient repensées plutôt vers un urbanisme un peu plus vertical, encore une fois, qu'il n'est aujourd'hui, pour éviter tous ces gaspillages. Depuis 2007 que ces institutions travaillent et c'est le bilan, on a constaté que le nombre de requêtes concernant l'immobilier ne cesse de croître. C'est en fait presque une exponentielle. Et on est arrivé à presque à 25% des requêtes sont liées donc à l'immobilier. Bien sûr, de quelle nature? Différentes natures. Aussi bien la qualité donc, de l'immeuble acheté, la non-livraison, le non-respect donc du contrat, et parfois on a des requêtes, et particulièrement des résidents marocains à l'étranger, qui n'ont pas vu jusqu'à ce jour, après 6 ans, n'ont pas reçu, n'ont pas bénéficié de leurs appartements achetés. C'est un comble. C'est un comble, d'autant plus que notre fédération, par le biais des guichets consommateurs à travers tout le royaume, nous avons 30 guichets conseils, dont 11 sont professionnels. Malheureusement, ni le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Habitat ne répond à nos requêtes, ni les institutions responsables en la matière, telles que le ministère de l'Intérieur, et le problème concernant l'immobilier reste posé. C'est un grand problème dont les affres sont subis par le consommateur. Donc, que faire? Est-ce qu'on va rester les mains croisées? Non, nous ne resterons jamais les mains croisées. Nous sommes, en tant que fédération, nous avions fait donc, un communiqué de presse et nous serons dans l'obligation, s'il n'y a pas de réponse des responsables, et malheureusement il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de responsable dans ce secteur, il n'y a pas d'institution de contrôle, à l'instar des autres secteurs, par exemple la santé, l'assurance, vous avez la CAPS, donc vous avez en matière de télécommunication, vous avez la NRT, en matière de communication, donc vous avez la HACA. Ce secteur qui est libre ne dispose d'aucun organe de contrôle et par conséquent, les entrepreneurs, et pas tout ça, les entrepreneurs font ce qu'ils veulent des consommateurs. Pire, il y a même des institutions qui sont subventionnées, qui bénéficient de l'aide de l'État, et particulièrement pour le logement solidaire ou le logement économique, et dont la qualité est vraiment au-dessus de toutes les normes. Et pour parler des normes, aucun entrepreneur n'est tenu à respecter les normes marocaines en matière de construction. Le Maroc dispose d'un arsenal en matière de normes concernant aussi bien le fer, le ciment, les produits électriques, les briques, mais malheureusement, les entrepreneurs n'en tiennent pas compte. Même pour les marchés de l'État, ils ne sont pas tenus à les respecter. Et par conséquent, on se demande à quoi servent les normes s'ils ne sont pas appliquées. Et ces normes, c'est la garantie de la sécurité du consommateur. L'affaire Babdallah, pour vous résumer, en fait, il a commencé avec les bénéficiaires qui ont remarqué le retardement des travaux et ils ont réclamé aux propriétaires pendant longtemps d'avoir ces appartements, le début des travaux, mais les travaux n'ont jamais commencé. Donc ce projet a connu une énorme campagne publicitaire au niveau de la télé, au niveau des SMAP IMO, partout dans le monde. Donc après ça, les bénéficiaires ont commencé à encercler le propriétaire du projet à plusieurs reprises
et qui leur promettait de commencer les travaux. Et lorsqu'ils ont découvert que voilà, c'était que le propriétaire du projet ne faisait qu'à leur mentir, ils l'ont encerclé, ils ont appelé la police judiciaire, car aussi l'échec, ce propriétaire avait voulu en fait les amadouer avec des chèques qui se sont révélés sans provision. Après ça, il y a une série d'arrestations de 6 personnes jusqu'à maintenant, comprenant des directeurs commerciaux, le PDG, le responsable commercial, le comptable, un notaire et la directrice financière, qui ont comparu devant le procureur de Sa Majesté avant d'être traduits vers le juge d'instruction. Donc maintenant, on est dans la phase de l'instruction judiciaire qui est protégée par le secret de l'instruction. Donc le juge d'instruction est en train d'entendre les victimes et après il va entendre les suspects un à un. Et donc maintenant les biens qui ont été retrouvés ne représentent que 10%, 15% du montant réclamé. Donc les victimes se demandent où sont passées les sommes qu'ils ont données à ce promoteur immobilier et pourquoi ce promoteur immobilier pouvait opérer depuis 2013 sans qu'il soit inquiété, surtout qu'il faisait ses publicités partout. Au niveau de la VFA, il faut généralement sur les contrats avoir le numéro des titres fonciers et les références. Le notaire, c'est son rôle de vérifier la véracité de ces informations. Après, il faut le numéro du permis de construire et sa date. Il faut aussi que le promoteur ait une assurance ou une caution pour pouvoir rembourser ces gens. Il faut que les sommes qui sont avancées ne soient pas plus que 10% de l'ensemble du prix de l'appartement ou du villa. Les gens qui veulent acheter, la première chose qu'ils doivent faire, c'est aller voir le titre foncier dans la conservation foncière, voir est-ce qu'il y a des hypothèques, des saisies, est-ce que le titre foncier appartient au propriétaire ou s'il a les références de ce titre foncier, quelle est la relation qu'il a, est-ce qu'il a le droit de construire sur ce bien, est-ce qu'il a le permis de construire, est-ce qu'il a une caution, une assurance pour pouvoir rembourser les gens. Là, c'est la loi VFAM 107/12 qui a remplacé la loi 44/00.